Comment mobiliser toute une communauté éducative autour de la transition durable? Comment passer des intentions aux actions concrètes? Aujourd'hui, dans notre podcast L'heure de fourche, on te fait découvrir le plan transition de la Haute École Léonard de Vinci. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le podcast, on va parler de la transition durable et plus précisément de comment embarquer toute une institution autour de cet enjeu crucial. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Robet, on prononce bien comme ça, de la Haute École Léonard de Vinci. Donc Julie, tu es chargée de projet pour le plan transition, c'est bien ça? Absolument. Bienvenue à toi. Merci. Salut Victoria, salut Julie. Alors, de mon côté ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on plante un petit peu le décor. Tout d'abord, par rapport à la Haute École Léonard de Vinci. Alors, qu'est-ce que c'est cette Haute École? C'est une école où on forme des milliers d'étudiants dans le domaine de la santé, des sciences humaines et sociales et des sciences et techniques. Il y a 3 campus, à Woluwe, Ixelles et Louvain-la-Neuve. Je te regarde Julie, jusque-là c'est bon? C'est tout bon. Ok, parfait. Et autre chose, il me paraît important, avant de détailler le plan de transition, mais de mettre un petit peu les bases justement sur les discussions qui vont animer ce podcast. Mais c'est quoi la durabilité? C'est quoi la transition? Est-ce que tu peux peut-être un petit peu l'expliquer pour nos auditeurs ici? Tout à fait. Alors c'est une bonne question. À notre essence, il n'existe pas une définition toute faite de la transition ou de la durabilité. Par essence, c'est quelque chose qui est systémique. Et donc ça, c'est une notion quand même assez importante. Pourtant, c'était nécessaire pour nous à Vinci de définir un petit peu ce que c'était. Et donc, on l'a défini comme être une transition écologique et sociale. Et on a décidé d'ajouter la notion de transition durable, en tout cas jusqu'à ce stade, de le faire comme ça pour englober des aspects environnementaux, sociaux, économiques et culturels. Ça englobe donc cette vision et cette stratégie holistique qui vise non seulement à respecter l'environnement, mais aussi à promouvoir le vivre ensemble, l'inclusion, la justice sociale au niveau local et global. Pour l'instant, c'est la définition qui nous anime et qui est inscrite dans le plan de transition que vous retrouvez sur notre site internet, mais c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle apporte déjà un certain cadre et certaines balises, mais ça peut aller encore plus loin et c'est un des objectifs qui est entre autres inscrit dans le nouveau plan stratégique de la Haute École, donc 2025-2030, de mieux définir ces aspects-là, et ça va permettre à tout un chacun, et particulièrement à nos collègues enseignants, d'avoir un cadre qui pose vraiment toutes les balises et qui va leur permettre d'approfondir les choses au sein de leurs enseignements, entre autres. Mais donc pour l'instant, c'est celle-là qui nous anime à la Haute École Vinci, mais il en existe des dizaines, et c'est pour ça qu'il est important de mieux cadrer les choses pour nous, pour avancer tous ensemble vers une vision partagée. C'est ça, mieux cadré pour mieux atteindre les objectifs finalement. Exactement. Okay. Et donc finalement, pourquoi le plan transition a été créé? Alors pour plein de raisons, par une nécessité évidente dans la situation actuelle du monde, mais aussi, en fait, ça fait des années qu'à Vinci, il y a un poste de coordination du développement durable qui était porté par Sophie Delis pendant toutes ces années. On a des enseignants pionniers aussi dans ce domaine-là, entre autres par la création du réseau Prof en transition. Certains de nos membres du corps enseignant ont fait partie vraiment de la naissance de ce mouvement. Donc, c'est des choses qui animent la Haute École depuis longtemps. L'idée du plan de transition, c'est d'avoir un cadre, c'est pas tout à fait correct, mais en tout cas, quelque chose qui recense toutes les initiatives et les actions. Une feuille de route, c'est ce que ça... Une feuille de route, oui et non, c'est un terme un peu technique de gestion de projet. Effectivement, on a des outils comme ça pour poursuivre notre cadre, mais en fait, on a plein de gens qui s'occupent de ces questions-là un peu partout dans la Haute École, et l'idée c'était de rassembler un petit peu tout. Il y a des choses qui sont antérieures au plan de transition, mais il y a le travail qu'on a fait pour écrire ce plan de transition a permis de faire ressortir des nouveaux résultats à atteindre, des nouveaux objectifs par des actions qui sont faites
un peu partout à Parce chacun. que je suppose ici, en t'entendant parler, ça me paraît aussi logique, mais c'est peut-être bien de le préciser, c'est que le plan de transition, il est là, et le nom, il est là, mais il y avait déjà des initiatives avant qui étaient s'inscrivaient dans la durabilité et transition. Donc, voilà, exactement. Il y avait des choses qui existaient, comme je vous disais, il y avait une coordinatrice développement durable qui elle-même était à l'initiative d'une série de choses, mais on a aussi plein de gens au sein de la haute école, dans les différents métiers, pas uniquement au niveau des enseignements, qui mettaient déjà en place des actions autour de ce qu'on appelle durabilité et transition durable. Le plan de transition a permis de formaliser peut-être un petit peu plus les choses et aussi de faire en sorte de déployer des énergies de manière coordonnée et se permettre d'échanger aussi des bonnes pratiques au sein même de notre établissement qui n'est pas si petit. Comme tu le disais, on a 3 campus, oui, c'est ça. on a des dizaines de formations. Donc voilà, il fallait un petit peu cadrer tout ça dans un plan, ce qui a été fait il y a 2 ans maintenant. Ok. Et donc concrètement, comment il a vu le jour? Comment ça a été construit? Comment tout a été rassemblé dans un plan en fait? Alors ça a été un travail de quelques mois quand même. Moi, j'ai rejoint l'équipe de la cellule transition il y a 2 ans environ avec cet objectif d'être chargée de projet plan de transition. Mais j'ai évidemment pas porté ça seule. Et puis c'est intrinsèque à la transition, comme on l'a dit. C'est une vision systémique, c'est une vision collaborative, c'est une vision de co-construction. Donc, tout le plan s'est mis en place de cette manière-là. On a travaillé pendant plusieurs mois à recueillir les bonnes idées, les bonnes pratiques, des idées d'initiatives, d'actions, de projets qui pouvaient tourner autour de la transition, dont on a vu la définition tout à l'heure. Pour pouvoir favoriser et faciliter ce partage, on a mis en place plusieurs axes de travail. Un premier axe, c'était la mise en place de ce qu'on a appelé les Agora Transition, où donc on a installé un dispositif physique sur chacun des 3 campus avec des panneaux d'affichage et avec un certain nombre de personnes présentes, non seulement les membres de la cellule transition, mais aussi déjà des porteurs d'initiatives autour de la durabilité. Et on a placé ces dispositifs dans des lieux de passage, donc dans des halls ou à la cantine, par exemple. À XL, on a fait ça à la cantine, ce qui nous permettait de rencontrer plus facilement les gens et de rencontrer les gens pendant la pause. Et ça a été fait pendant la pause de midi. On pouvait rencontrer aussi bien des étudiants que des membres du personnel de cette manière-là. L'idée étant d'instaurer une discussion et un dialogue et aussi de recueillir un petit peu les ressentis de chacun sur c'est quoi la transition, où je me porte par rapport à la transition, vérifier aussi peut-être un petit peu un niveau d'éco-anxiété potentiel au sein des collègues et des étudiants, mais aussi de recueillir toutes les bonnes idées autour de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc on a fait ce dispositif sur chacun des 3 campus. En complément de ça, on a transposé ce dispositif physique en dispositif, numérique. Donc on a retransformé tout ça dans un formulaire qu'on a envoyé à l'ensemble des membres du personnel et à l'ensemble des étudiants, pour lequel on a recueilli plus ou moins 800 contributions, ce qui est quand même significatif. Tout à fait. Il y a 80% des contributions qui ont été faites par des étudiants, parce qu'on a pas mal de collègues enseignants qui ont relayé cette information dans le cadre d'un cours. On avait fait en sorte que ce questionnaire puisse se répondre dans un temps très, très court pour favoriser les contributions aussi. En complément donc, de ce dispositif large de recueil, on a mis en place entre 1 et 2 ateliers avec l'ensemble des services, donc l'ensemble des équipes des services et des secteurs, donc via les chefs de département, pour placer les personnes dans moi à Vinci et moi dans mon métier à Vinci. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire comme service pour contribuer à la transition et à la durabilité. En amont de ça, avec l'équipe de la cellule transition, on a fait toute une recherche documentaire aussi qu'on a envoyée et ciblée évidemment en fonction des métiers qui étaient concernés, parce qu'on a vu vraiment tout le monde, les services immobiliers, le service juridique, la com, les RH, enfin vraiment tout le monde. Et donc il fallait que chacun puisse avoir une vision, parce que c'est pas toujours évident
c'est une notion, vous m'avez demandé de définir la chose au début. Vous voyez bien que c'est déjà défini dans un certain cadre aujourd'hui, mais ça va s'approfondir par la suite. Et donc, c'est pas évident pour tout un chacun de palper ce que ça veut dire. On a souvent les éco-gestes qui vont revenir assez facilement sur le devant de la scène, mais il n'y a pas que ces aspects-là. Et donc on a fait tous ces ateliers, donc entre 1 et 2, et chaque fois c'était 1h30 à 2h. Donc c'est quand même significatif aussi dans le temps de mobilisation des équipes. Dans le temps d'engagement aussi. Dans le temps d'engagement, exactement. Après avoir récolté toutes ces contributions diverses et variées, donc via les agoras, le formulaire et les ateliers, on a, entre guillemets, tout étalé, on a fait en sorte de tout trier, ranger, faire des ensembles cohérents par rapport à tout ce qui avait été proposé. Et dans ces ensembles cohérents, on a tiré des résultats et en fonction de la somme des résultats, on a tiré des objectifs à atteindre. Dans le plan de transition qui est partagé publiquement, on voit ces objectifs et ces résultats. Les actions listées en tant que telles, c'est vraiment volontaire que ce ne soit pas relisté dans le plan de transition parce qu'on ne voulait pas se limiter à des choses qui avaient été proposées et définies dans un cadre qui n'est pas toujours très clair pour tout le monde d'ailleurs. Mais donc, de faire en sorte d'avoir, pour en revenir à des notions de gestion de projet, d'avoir une vision agile. C'est-à-dire qu'on ne reste pas fixé et figé dans ce qui a été fait. En fonction de l'actualité, en fonction d'une série de choses, on peut réadapter aussi les actions et les projets qui vont nous permettre de contribuer aux résultats qui eux-mêmes contribuent aux objectifs. Donc, c'est des mois de travail et de préparation avec des dizaines et des dizaines de personnes, effectivement. Et justement, on voit qu'il y a des dizaines de personnes. Il y a à la fois les étudiants, les profs, les différents services. C'est facile d'emmener tout le monde... Est-ce que ça a été facile, finalement, au sein de la Haute École, d'emmener tout le monde vers ce projet ? Alors, on a fait en sorte que ce soit facile. On a fait en sorte de faciliter aussi l'accès à chacun et chacune pour apporter ses contributions. C'était essentiel de le faire de cette manière-là pour essayer d'embarquer tout le monde. Le fait de ne pas écrire un plan de transition en chambre dans la cellule transition et juste avec le collège de direction, des choses comme ça, ça n'a pas de sens parce que intrinsèquement, forcément, on est sur des sujets où chacun doit pouvoir contribuer et amener sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est important que ça vienne des personnes aussi elles-mêmes. Et l'autre chose étant que on n'est pas spécialiste de tous les domaines et de tous les métiers qui font le fonctionnement d'une école, d'une haute école. Et donc, par essence, moi, je ne pouvais pas dire les RH, vous allez contribuer comme ci, comme ça, le service immobilier. Voilà. Mais en dehors de mal le prendre, c'est aussi une manière de déjà mobiliser chacun pour le futur et la mise en place des actions par la suite. Ça part de la base pour répondre aux réalités aussi de chacun et de chacune. Et alors, je me posais aussi une question, comment on fait pour que les gens soient motivés dans la durée ? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir vraiment des personnes motivées dans chaque secteur, dans chaque équipe ? C'est une question que je me posais, comment on fait pour que ça tienne sur le long terme ? Alors, un plan de transition, c'est aussi un plan d'action avec un certain nombre de choses qui sont listées. On a comme je vous l'ai dit, une vision de gestion de projet agile. Et donc, en ce sens, on retravaille avec les équipes. Alors, certaines équipes nous ont dépêché 2-3 personnes dans le service pour éviter à chaque fois de devoir remettre tout le monde à contribution. Mais on revoit régulièrement avec toutes les équipes où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, comment est-ce qu'on peut redéfinir éventuellement les choses. Mais un plan de transition dans une haute école, c'est aussi un plan parfois parmi d'autres. Je vous ai évoqué le plan stratégique 25-30, donc qui vient d'arriver. Alors, ce qui est super, c'est qu'il fait vraiment la part belle à la transition parce que tout le plan est coloré de cette notion, la part belle à la transition et à la robustesse. Mais donc, ça nous permet d'aller encore plus loin. C'est un projet d'institution, encore plus qu'avant. On a ces révisions régulières avec l'ensemble des services. Et puis simplement,
par essence, le contenu du plan nous fait avancer, nous fait cheminer petit à petit. On a gardé aussi le dispositif Agora, donc on fait chaque année. Donc là, il y a eu la 2e édition l'année académique passée. On va aller vers la 3e édition. On fait ça plus ou moins vers le mois de mars généralement. La première année, c'était vraiment comment contribuer au plan de transition. La 2e année, on a été plus sur des aspects de sensibilisation et de positionnement aussi individuel, où j'en suis, moi, par rapport à la transition, avec des ateliers d'automne et des choses comme ça, mais toujours avec le même dispositif, dans des espaces partagés et collectifs, qui rencontrent un certain succès, parce que certains profs se sont aussi emparés de ce dispositif pour dépêcher des étudiants dans le cadre d'un cours et dire on va participer, on va y aller, et donc ça ne fait que renforcer. Et des initiatives comme ça ne s'inscrit que dans la durée. Si on ne recommence pas chaque année, ça peut un petit peu s'estomper. Au-delà de ce que tout le monde fait et de cette vision globale et systémique qui est partagée maintenant aussi via le plan stratégique, la cellule transition met en place non seulement les agoras, mais aussi des campagnes de sensibilisation en bonne intelligence et en bonne cohérence avec ceux qui sont concernés. Mais je partagerai des exemples très concrets tout à l'heure sur chacun des axes du plan. En tout cas, l'espace Agora, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Ouais. Ça me donne une idée même pour rentrer libre ou quoi, d'un reportage un jour. Donc, franchement, je trouve ça vraiment bien. Vous êtes les bienvenus. Merci. Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu plus du plan de transition, peut-être des principaux axes, et donner des exemples concrets ? Alors, il est important pour nous que le premier axe du plan de transition concerne nos missions, c'est-à-dire enseignement, recherche et service à la collectivité. C'est pour ça que c'est le premier axe. À nouveau, je reviens aussi avec le plan stratégique, mais comme ils se nourrissent l'un l'autre, c'est aussi cette vision-là, c'est l'enseignement, la transition au sein des enseignements qui a vraiment la part belle. Ensuite, on a tout ce qui est gouvernance et vie interne. Ensuite, on a la gestion environnementale, donc on parle de la gestion environnementale de nos campus. Et puis, ce qui concerne santé, inclusion, bien-être. Ça, c'est les 4 grands axes du plan de transition. Comme je vous le disais, il y avait déjà des initiatives qui existaient aussi avant le plan en tant que tel. Mais donc, pour vous donner des exemples concrets pour chacun des axes, par exemple, en enseignement, recherche et service à la collectivité, il y a des formations qui ont déjà adopté une révision de programme pour avoir un prisme durabilité. J'ai un exemple très concret, c'est le département diététique qui a vraiment mis en place tout un processus de cadastre au sein de sa formation en reprenant comme guide la définition de l'alimentation durable de la FAO en disant ça nous correspond, ça correspond à ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, il y a une définition d'alimentation durable à l'échelle de la haute école, donc qui donne une vision, mais à l'époque, ils se sont figés et focalisés sur la définition de l'alimentation durable de la FAO. De cette base-là, il y a vraiment un cadastre qui a été fait avec l'ensemble du corps enseignant en disant qui voit quoi, qui voit quelle notion au sein des cours. Et en fait, est-ce qu'on voit tout ? Et s'il y avait des manques, comment est-ce qu'on met en place ? Donc, il y a eu des révisions parfois d'unités d'enseignement ou des révisions de contenu dans certains cours. Certains qui avaient des doublons en disant s'il y a des doublons, moi, je peux plus me concentrer sur ça, etc. Mais donc, ça a été un long travail aussi et un long processus. Mais donc, il y a, par exemple, le département diététique qui a déjà fait une révision de programme. La chimie aussi, dans le département chimie, avec la chimie verte qui a une belle place aussi. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui ont... C'est quoi la chimie verte ? Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas chimiste, donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, mais c'est parce qu'on a parfois aussi une mauvaise vision, je pense, de la chimie très industrielle et des choses comme ça, alors qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont mises en place justement pour inscrire un certain nombre de choses dans plus de durabilité. Mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à interviewer mes collègues. C'est la première fois que j'entends parler de chimie verte, je me suis dit... Selon toi, la durabilité peut être intégrée dans n'importe quel cours, dans n'importe quel programme, on va dire. Oui, c'est ce qu'on pense effectivement, et c'est pour ça qu'avec le plan stratégique et
cette vision d'intégrer la transition et la durabilité dans les formations qu'on donne. Nous formons des futurs professionnels. Il n'y a aucun professionnel dans le futur qui ne peut pas considérer ces notions-là. Donc, il y a évidemment des aspects de compétences et de connaissances sur un certain nombre de notions, mais par métier, il y a des choses qui existent. Alors, ce cadastre doit être fait, les recherches par métier doivent être faites, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'on parle d'un plan stratégique jusque 2030. Mais donc, tout ce travail va être fait. Mais selon moi, oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Et d'aller même au-delà de ce qu'on aurait pu appeler ou considérer d'une unité d'enseignement commune où tout le monde revoit toutes les notions qui sont concernées. C'est pas encore du tout clair comment les choses vont se mettre en place par la suite, mais c'est voilà, tout ça va être revu au fur et à mesure, formation par formation, et évidemment par le personnel enseignant de ces formations. Hein. Il n'est pas question que la cellule transition vienne dire il faut faire ça. Ça n'a pas de sens de toute façon, parce que c'est quelque chose que chacune doit pouvoir s'approprier. Donc, pour répondre à la question, oui, toutes les formations seront concernées. D'ici, petit à petit, les choses se mettent en place, quoi. Les révisions grilles au fur et à mesure. Voilà. Et par rapport, par exemple, au département diététique, est-ce qu'il y a eu des retours des étudiants qui se sont dit « Waouh, génial, c'est bien d'avoir intégré la durabilité dans… » J'ai pas une vraie réponse à cette question parce que j'ai pas eu un dialogue moi direct avec eux, mais je pense qu'on est dans une formation spécifique pour qui c'était plus évident que pour certaines autres de pouvoir s'atteler à ces questions-là. Il y avait déjà une série de choses qui étaient mises en place, tout simplement aussi travailler et proposer des choses avec des fruits et légumes de saison. Mais là, de nouveau, on est sur des aspects purement pratico-pratiques et qui ne sont pas à négliger, bien entendu, mais on peut aller plus loin, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été plus loin, et très certainement avec la vision partagée future qu'on va avoir, j'espère, d'ici un an ou deux, il est plus que probable que ça apporte aussi encore quelques ajustements au niveau de ces cours dans le département diététique. Oui. C'est quelque chose qui prend du temps de changer, d'intégrer des choses dans les programmes. En fait, de toute façon, tous les programmes de toutes nos formations sont révisés régulièrement pour coller aux évolutions des métiers. La transition et la considération de la transition environnementale, culturelle, sociétale et sociale, elle est aussi dedans. On avance en même temps ou parfois un peu par devant les différents secteurs. Mais donc, oui, par essence, ces choses-là se font petit à petit et au fur et à mesure. L'idée, c'est de donner une vraie impulsion aujourd'hui via le plan de transition et via le plan stratégique 25-30. Est-ce qu'il y a parfois, on peut se dire, tiens, au fur et à mesure du temps, on prend en considération d'autres études qui viennent ou d'autres choses à inclure dans ce plan, mais est-ce qu'il y a parfois des choses où on se dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça? Je ne sais pas s'il y a des exemples. J'ai pas un exemple spécifique et concret, mais le fait de revoir avec les équipes régulièrement où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on avance et potentiellement qu'est-ce qui bloque, ça permet d'amener en fait il y a des nouvelles choses qui sortent. Par exemple, en éco-conception de développement d'applications de notre service de développement informatique, travaille à l'éco-conception aussi. Et donc, ça fait déjà quelques années qu'ils le font, mais c'est des choses qui s'approfondissent aussi avec les connaissances du secteur qui s'approfondissent. Et donc, oui, il y a des ajustements qui se font. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a aussi parfois ce qu'on pourrait considérer comme des contraintes extérieures, par exemple dans tout le travail du service immobilier, de rénovation des bâtiments, des choses comme ça. Il y a des normes environnementales qui existent au niveau régional ou au niveau belge ou européen qui s'imposent à nous. Alors évidemment, quand elles vont dans le bon sens, c'est super. On adopte à minima ces normes, mais sinon on peut aller plus loin sur certaines choses, on va plus loin.
Un autre exemple aussi dans la part enseignement, on a rapidement avec l'Académie Vinci, donc c'est un petit peu notre organisme de formation interne, on a mis en place rapidement un programme de formation pour répondre aux besoins des enseignants sur justement les notions de durabilité et des choses comme ça. On révise ce programme chaque année en fonction des demandes et des besoins. Quels sont les besoins, justement, quels sont les besoins des enseignants en la matière? Il y a ce besoin d'être d'accord sur de quoi parle-t-on. Okay. Et donc, on l'a fait via des formations pour permettre parfois à des personnes de rattraper certaines notions, qui sont des notions en fait qu'on connaît tous au final, mais c'est pas toujours très clair ce qui se cache derrière. Et ce besoin de cadre qu'on évoquait dès le départ va nous permettre aussi d'avancer dans des accompagnements et des formations plus spécialisées aux besoins. Mais donc, mettre tout le monde en ordre de marche, ça passe par être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et donc ça, c'est une des notions, par exemple, importantes à considérer. Après, sur les aspects plus de travail de révision de notre processus programme et des choses comme ça, c'est vraiment le centre technopédagogique qui va s'en occuper avec les départements et avec les secteurs. Là, on rentre dans des notions plus techniques pour qui je laisse la parole aux spécialistes à ce moment-là. Mais donc, voilà. Donc, ce programme, c'est ça. On veille à adapter les choses en fonction des retours qu'on a, en fonction de est-ce que ça a eu du succès ou pas du succès. Par exemple, on organise des fresques numériques responsables, des fresques aussi développement durable. Et donc, c'est des ateliers qui sont longs, c'est des ateliers de 3 heures, donc c'est pas facile à placer dans un emploi du temps pour le personnel enseignant particulièrement, mais pas que, pour tous nos collègues aussi. Donc on essaye de voir comment adapter et ajuster aussi des ateliers et des formations à la réalité de tout un chacun. On sait bien que tout le monde est avec un agenda relativement serré, donc voilà, il faut faire en sorte que ce travail du plan de transition, du plan stratégique et tout simplement de la transition et du développement durable ne soit pas une couche supplémentaire. Ça doit venir s'intégrer dans le travail du quotidien. Et donc ça, c'est quand même assez important aussi pour embarquer les gens et pour les mobiliser. C'est pas une couche supplémentaire, c'est parfois une adaptation des manières de travailler et des choses comme ça. Le but, c'est qu'ils aient cette petite lunette à garder en tête. Voilà. Okay. Voilà. Et on essaye d'y veiller avec les collègues de la cellule transition en répondant évidemment aux demandes et aux questions. Mais donc là, par rapport à l'axe gouvernance et vie interne, c'est vraiment relié à ce que tu es en train de dire en fait. Oui. L'axe 1 et 2, on va dire, sont vraiment reliés. Ouais. Mais par exemple, pour ce que j'avais envie de ressortir pour cet axe gouvernance et vie interne, c'est le travail de co-construction, de co-responsabilité. Il a été mis en place pour la rédaction du plan de transition, mais il a été mis en place aussi pour la rédaction du nouveau plan stratégique 25-30 de la haute école. Ça passe par des moments mobilisateurs comme les Agora, par exemple, et alors ces révisions service par service éventuellement, mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Et pour continuer à ce que le sujet soit présent et montrer et valoriser aussi le travail de chacun, avec la cellule transition et le service communication, on veille qu'à chaque newsletter interne, il y ait un article sur ce sujet de la transition qui dit on a un programme de formation, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a tel département qui a mis en place telle initiative, c'est super. C'est pour partager aussi un petit peu les bonnes pratiques avec tout le monde et pour créer des synergies et éviter que les énergies se déploient un petit peu trop individuellement de chaque côté. Mais donc ce sujet, c'est vraiment important pour nous qu'il reste dans le quotidien, et ça passe aussi par le partage et la valorisation d'actions, d'initiatives et de projets qui sont mis en place. Ça, dans l'aspect gouvernance et vie interne, je pense que c'est des éléments qu'on peut mettre en place. Mais le côté central pour nous de co-construction et de travail collaboratif, c'est
c'est la vision de la gouvernance qui est en train de se déployer de plus en plus au sein de la haute école. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est tout ce qui est gestion environnementale. Est-ce que tu peux un peu le développer, celui-là, avec un petit exemple? C'est toujours le bienvenu. Tout à fait. Alors, un exemple, j'ai déjà évoqué un petit peu les équipes des services immobiliers. En évoquant des normes en vigueur et des choses comme ça. Mais il y a tout un travail qui ne date pas nécessairement du plan de transition, mais qui était déjà là aussi préalablement et qui est dans la continuité, de veiller à un certain nombre de choses, de travailler à du réemploi de matériaux quand il y a des petits travaux qui sont faits dans nos bâtiments. Par exemple, on a une porte coupe-feu qui est enlevée à tel endroit. Est-ce qu'on peut la réutiliser à un autre endroit plutôt que de racheter du matériel? Donc ça, c'est quand même important. Et ça demande quand même de l'implication. C'est travailler avec des peintures plus écologiques aussi pour nos différents lieux partagés et les bureaux, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect un peu plus santé. C'est très concrètement aussi, par exemple, travailler au rembourrage des sièges dans les auditoires plutôt que de remplacer. On travaille au rembourrage. Donc c'est toutes des petites choses qui sont mises en place comme ça. Il y a aussi une donnerie interne qui est faite par les services immobiliers depuis longtemps, en disant, voilà, ça c'est du matériel dont on ne se sert plus. Avant de les envoyer à la casse, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse de reprendre du matériel et ou des équipes qui n'auraient pas encore dit « Ah, nous, on a besoin de ça. » Voilà. Donc ça, c'est toutes des choses qui en partie étaient mises en place avant le plan de transition, mais qui continuent et qui vont effectivement dans le bon sens. Un autre exemple, c'est au service informatique, par exemple, mais qui n'a pas mené ça seul. Mais l'année passée, on a participé au challenge du Clean-up Day. Ça mobilise, en fait, les équipes informatiques ont mobilisé l'ensemble des étudiants et je pense des membres du personnel pour faire en sorte que chacun nettoie un petit peu son cloud. Parce qu'on connaît tous les systèmes, on a des clouds individuels et des clouds partagés. Et donc de nettoyer tout ça, et on a gagné des dizaines de gigas de données, donc autant aussi sur les serveurs, et donc autant d'économies d'énergie et des choses comme ça. Donc c'est pas une petite initiative parce que ça prend de l'énergie et ça prend du temps de se mobiliser là-dessus, mais avec vraiment quelque chose de concret aussi à partager avec tout le monde, et en disant, par l'effort collectif et les efforts individuels, le collectif, ça nous permet d'avoir dégagé quand même des dizaines de gigas de données. Et donc ça, c'est chouette aussi pour continuer à embarquer tout le monde, à montrer que ça avance et que moi aussi, je peux contribuer plus concrètement. On n'est pas juste avec des méga projets ou des choses, on est dans des choses aussi très pratico-pratiques, très concrètes à certains moments. Est-ce que tu peux donner un exemple pour l'axe santé, inclusion et bien-être ? Alors dans cet axe-là, on voulait vraiment mettre en avant une démarche systémique à la haute école. Le service des marchés publics, donc, qui s'adresse à tout le monde, veille depuis quelque temps à toujours avoir des critères ou des clauses, c'est des notions techniques de marché public, mais donc des critères ou des clauses de durabilité dans les cahiers de charges de marché public qui sont mis en place. Ça permet d'impliquer tout le monde et aussi d'aller à la base faire en sorte qu'on ait plus de durabilité dans un certain nombre de choses. Par exemple, il y a un nouveau marché public concernant les distributeurs de boissons et de nourriture. Et donc, la cellule transition, par la voix de ma collègue, a été impliquée dans la rédaction de ce marché public aussi en disant, on pourrait peut-être essayer d'avoir ça, de faire attention à ceci. Et ça inclut aussi, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la définition de l'alimentation durable à la haute école. Elle a été considérée dans la rédaction du cahier de charges. Donc on a vraiment un travail de vision systémique et les marchés publics s'adressent à l'ensemble de la haute école. Tout le monde est concerné par cet aspect-là. Donc ici, dans santé, inclusion, bien-être, je vais sur les marchés publics, c'est un peu spécial, mais cette vision systémique et qui a mobilisé différents acteurs montre bien ces notions-là. Après, il y a plein d'autres choses qui pourraient être mises en avant, mais je trouvais intéressant de donner la part belle à ce travail réalisé par les différentes équipes et
cette synergie autour de ces questions-là, quoi. Si tu devais donner un conseil à une école ou une autre école ou une ESA qui souhaite se lancer dans une démarche similaire ou alors aller plus loin, à son échelle bien sûr, ce serait quoi ? De prendre le temps de la consultation et de la co-construction. Ça peut paraître long, ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille, hein, soyons clairs de notre côté, mais on l'a répété plusieurs fois, ça permet d'embarquer, de mobiliser, de co-responsabiliser un petit peu tout le monde dans ce qu'on fera dans le futur, après la rédaction du plan. Et puis, au-delà du fait que c'est intrinsèque aussi à la durabilité, ce travail systémique de co-construction, c'est vraiment important de passer par là, parce que sinon je crains qu'on risque de passer à côté de choses importantes, et parfois tout simplement d'initiatives qui sont prises par certaines personnes très localement ou de manière petite à l'échelle comparée à l'échelle de la haute école. Ça n'en fait pas une petite action, mais voilà, passer par ce temps de co-construction et de consultation, si la co-construction n'est pas toujours faisable, en tout cas ce temps de consultation, c'est vraiment important. On a l'exemple du plan de transition pour lequel on l'a fait. C'est évidemment pas la seule chose pour laquelle on l'a fait, mais ça s'est prolongé aussi, ce travail de co-construction et de consultation pour le plan stratégique, et je pense que ça permet plus à chacun de se sentir acteur et embarqué dans tout le travail qui sera mis en place par la suite. Et puis aussi de se rendre compte de tout ce qui est mis en place par les autres, pas que par soi. Mais aussi absolument. Ça permet de partager des bonnes pratiques, ça permet d'éviter à certains moments la dispersion d'énergie sur des choses qu'en fait on peut mettre en commun et des choses comme ça. Cette vision qu'on n'a pas toujours nécessairement en fonction de sa place au sein de la haute école, ce qui est tout à fait logique et légitime, hein, ça n'est pas remis en question, mais voilà, le fait de pouvoir avoir ces moments d'échange et par ailleurs notre travail de visibilisation par la suite permet d'éviter une déperdition d'énergie qui serait dommage, alors que ça demande quand même de la mobilisation et du temps à tout le monde, mais du temps intégré, pas du temps en plus. C'est ça qui ressort vraiment, donc c'est vraiment le collectif, le collaboratif, et que ce soit vraiment intégré dans le plan stratégique de l'institution. C'est vraiment ça qui est la clé pour embarquer tout le monde et que ça dure sur le long terme. Donc la transition durable, c'est un sujet vraiment important, vaste. On aurait pu en discuter pendant encore des heures et des heures, je crois, mais là le but c'était de donner un exemple et de parcourir ensemble le plan de transition de la haute école, et de montrer que on peut aussi agir à l'échelle d'une institution et dans chaque équipe, etc. Et peut-être, pourquoi pas, donner des idées à d'autres aussi, hein, comme on a dit. Hein, il y avait des conseils pour un peu se lancer. Ça peut être aussi quelque chose de très concret pour te dire, aujourd'hui on se lance, ça prendra X temps, mais voilà. En tout cas, merci Julie pour ton témoignage et ton partage d'expérience. C'était vraiment super intéressant. Donc sur ce plan transition, je répète, ici à la Haute École Léonard de Vinci. Et vous, auditeurs, ou toi, auditeur plutôt et auditrice, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast L'Heure de Fourche sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt, d'ailleurs, pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore le sujet, mais ça arrivera bientôt. Ciao, ciao! Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt!